Chapitre 2. Comment Tommy fit la rencontre d'un bouseux et découvrit les joies de l'agriculture optimisée. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, débat, c'est montgolfière. La trappe s'ouvrit, laissant apparaître la tête puis le corps frêle de Tommy. Regardant autour de lui, il constata qu'il avait émergé au beau milieu de ce qui semblait être une grange et que deux imposantes rangées d'animaux l'entouraient. Enfin, la grange n'était en fait qu'une vulgaire petite salle mal éclairée et les animaux, immobiles, étaient sous cloche, le regard mort, le teint maladif. Tommy, qui n'avait jamais vu d'élevage ou de domestication d'animaux, ignorait totalement la raison de cet entassement de mammifères et restait perplexe devant tant de créatures lui étant si peu semblables. Curieux, il s'éloigna et constata bientôt qu'une légère différence était présente entre la partie droite de la grange et sa partie gauche. En fait, l'expression légère différence était atténuée puisque le seul changement, infiniment infime, concernait uniquement le fait que l'élevage de vaches, à droite, laissait place à un élevage de poules à gauche. Un point commun entre ces deux animaux similaires subsistait, la cloche en verre les retenant dans un état comateux. Étonné, Tommy se dirigea alors vers ce qui lui semblait être la sortie. Et s'il croyait se diriger vers la sortie, c'est d'une part parce que la lumière était plus vive de ce côté, et d'autre part parce qu'un espace de vide était présent dans le mur de la grange de façon à laisser entrer et sortir toute personne de gabarit normalement humain, ce qui pourrait correspondre plus ou moins bien à la définition d'une porte. La troisième raison, ô combien dérisoire, est qu'un panneau indiquant sortie en toutes lettres trônait librement au-dessus de la porte susdite. Une fois dehors, il découvrit avec surprise un champ. Ou plutôt une parcelle de champ, car sa taille ridicule laissait plus penser à une culture de jardin qu'à un open field américain. Là encore, l'endroit se divisait en deux parties. D'un côté, la culture était plutôt aux céréales, et de l'autre, une culture plus chaotique rappelait le potager de papy, avec véritablement de tout, de la tomate au chou de Bruxelles en passant par la courgette, la salade et le saumon d'Alsace. Tiens donc, on a de la visite, on dirait. Quand Tommy se retourna, il découvrit dans son dos, ou plutôt en face de lui puisqu'il s'était retourné, un paysan que l'on appelle communément et sympathiquement un bouseux, lequel fumait tranquillement sa pipe tout en observant le nouvel arrivant du bout de ses yeux. Moi, c'est Nicodème, mais tu peux m'appeler Nicodémou. C'est mon diminutif. Tommy se demanda comment un diminutif pouvait comporter une syllabe de plus que le prénom déjà en lui-même. Peut-être valait-il mieux appeler cela un prolongatif, ou tout simplement un surnom. Enfin, il s'approcha tout de même du bouseux en question et serra la main amicale qui lui était tendue. Enchanté, Nicodémou. Moi, c'est Tommy, mais tout le monde m'appelle Tommy, et c'est très bien comme ça. Mais dis-moi plutôt ce que tu viens faire ici. Les visites sont plutôt rares, tu sais. Oh, je ne fais que passer. Mon objectif est de comprendre pourquoi le ciel est bleu, et je parcours la montgolfière en quête d'une réponse satisfaisante. Ah, pourquoi le ciel est bleu C'est une bonne question. N'est-ce pas? Je suppose que si la voûte céleste était verte ou marron, on aurait diablement du mal à différencier le ciel de la terre. Et je parle même pas de ces pauvres oiseaux qui, croyant batifoler tranquillement dans les airs, s'écraseraient lamentablement sur le sol, mettant fin à l'espèce de ce fait. Sans vouloir te vexer, c'est un petit peu con comme réponse. Et comme preuve, l'océan est bleu, et pourtant les poissons ne volent pas et les oiseaux ne nagent pas. Et il reste, ceci dit, les contre-exemples des poissons volants et des martins pêcheurs. De toute manière, le ciel est bleu, donc la question ne se pose pas. À défaut de pouvoir te donner une réponse satisfaisante, je peux au moins te faire visiter. Pourquoi pas? Donc tout d'abord, c'est dans ce hangar que nous produisons du lait et des œufs. Les œufs que l'on mange et le lait que l'on boit tous les matins proviennent donc de cette salle. Oui, c'est ça. Et vous arrivez à alimenter tous les habitants de la montgolfière, tous les jours, avec si peu d'animaux. Et il faut croire, Tommy, il faut croire. Enfin, c'est surtout grâce aux découvertes scientifiques Et quels sont ces bocaux abritant poules et vaches au regard hagard? qui nous permettent d'accélérer la production normale de lait et d'œufs chez les animaux. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est assez simple. Nous commençons par leur injecter un sérum dopant leur capacité de production. Le problème survient ensuite, puisque le sérum a un effet secondaire particulier. L'asthme. Pour éviter que vaches et poules souffrent de ce problème pulmonaire atroce, nous extrayons leurs deux poumons, organes ma foi assez inutiles, et sectionnons leurs cordes vocales. Ça n'a aucun rapport, mais c'est assez divertissant. Vient alors un autre problème, celui de l'angoisse que les animaux s'infligent car ils n'ont pas l'habitude de produire tant en si peu de temps. Mais dans toute notre bonté, et pour éviter le chaos, nous avons découvert une solution efficace et respectueuse pour l'animal. Le baigner dans un liquide relaxant qui annihile automatiquement le stress et l'angoisse. Là, tu vas me dire que c'est cruel, car ils ne peuvent plus respirer, ainsi noyés. Eh bien non! C'est maintenant que je révèle tout notre génie. Comment peuvent-ils s'asphyxier sans poumons? Et hop, en ayant opéré une ablation,
Nous faisons d'une pierre deux coups. Génial, n'est-ce pas? Enfin bref, voilà comment nous arrivons à répondre à la demande, et pourquoi ces chanceux animaux sont retenus derrière des bocaux très épurés. Mais c'est horrible. Oui, assez, je dois le reconnaître. Un silence entre les deux interlocuteurs s'ensuivit, coupé par le blob-blob mélodramatique et ininterrompu du liquide relaxant. On continue la visite? Ma foi. Après tout, on voyage pour découvrir, n'est-ce pas? Alors voici, comme tu l'as sûrement deviné, notre production agricole, qu'il s'agisse de céréales ou tout simplement de légumes et de fruits. Pas d'ablation avec eux, j'imagine? Oh non, c'est plus simple avec ces braves végétaux. Encore une fois, la recherche en biologie nous permet des miracles. Notre laboratoire a mis au point un super engrais spécial qui améliore grandement la croissance des plantes et nous permet ainsi de satisfaire la demande avec un terrain si petit. Et en combien de temps poussent ces végétaux mutants là? 11h06, très exactement. Ah, Chaque jour, nous replantons des graines noyées dans du super engrais et chaque jour, nous récoltons le fruit, sans jeu de mots, de leurs bienfaits. Extraordinaire, n'est-ce pas? plutôt oui, je dois l'admettre. D'ailleurs, c'est l'heure de la récolte. Tu m'excuseras, j'en ai pour quelques secondes. Nicodème s'élança vers un immense tableau de commande. Il pressa un des boutons, tourna de manivelle, tira 3 leviers et une lame horizontale de la taille du champ sortit de nulle part et vint faucher l'ensemble de la récolte instantanément. De nouveau, il tira 3 boutons, tourna de manivelle et pressa un levier, ce qui eut comme conséquence de faire mouvoir le sol sur le côté droit de façon à ce que la récolte tombe directement dans un bac placé stratégiquement à ce niveau. Le tout ne dura effectivement que quelques secondes. Et voilà, la récolte d'aujourd'hui est récupérée. Il ne nous reste plus qu'à la transférer dans le frigo des cuistots et à replanter des graines. Il se retourna vers son tableau de commande et, d'un geste vif et précis, tourna successivement 2 boutons, pressa et tira 1 ou 3 manivelles et tourna 2 leviers. Le bac se retourna à 180 degrés, les vivres chutèrent dans le frigo de l'étage du dessous et un énorme inséminateur vint planter de nouvelles graines dans la terre épuisée. N'est-ce pas fantastique? Les miracles de l'agriculture optimisée? Effectivement. Et que faites-vous de vos journées à part sectionner des cordes vocales et tirer des boutons? Attends, tu n'as pas encore tout vu. D'où provient la viande que tu manges, à ton avis? Étant donné que le mot viande se rapporte très souvent à un animal quelconque, je dirais qu'elle provient d'un animal quelconque. Bingo! Et pas n'importe quel animal quelconque, mon vieux. Il faut qu'il puisse assurer lui aussi la demande des consommateurs. Je crains le pire. Mais non, allez viens, ça va être rigolo. Tommy le suivit dans une salle complètement obscure qui ressemblait à une grotte. Peut-être même qu'il s'agissait effectivement d'une grotte d'ailleurs. Nicodème actionna un robinet et une lumière froide s'écoula calmement dans la pièce. C'était une petite salle pouvant tout juste accueillir les 2 personnages et comportant, sur chaque côté, une surface lisse et plane dressée verticalement, appelée communément un mur. Devant eux s'étalait une grande vitre permettant de voir l'intérieur de la caverne jouxtant la salle. Nicodème ouvrit un autre robinet et une seconde lumière se déversa, à torrent cette fois, dans la caverne d'à côté. Tommy y découvrit un ver de terre géant enchaîné aux parois rocheuses. C'est Prométhée, notre ver de terre géant. Et c'est quoi comme verre? Un alexandrin pur sang. Ah, 3,657 mètres, je suppose. Évidemment, avec une césure séparant les hémistiches, comme il se doit. Belle bête. Le ver de terre se débattit et rugit durant un court laps de temps, puis finit par se calmer et par s'allonger. Pour ce spécimen, nous n'avons pas eu besoin des bienfaits du progrès biologique. Il nous a été ramené directement de l'en bas, et c'est sa forme originelle que tu peux voir. Il se peut que vous nous fassiez manger des choses naturelles et saines. Vraiment? Naturel, c'est un fait. Saine, je n'irai pas jusque-là. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu dégoûtant quand on y pense. Une sorte de steak à chier, somme toute. Oh, pire! C'est ignoble quand on sait de quoi est constituée sa chair. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on ignore totalement d'où proviennent les aliments que l'on mange. Vous êtes vraiment une bande d'escrocs dégueulasses. Heureusement, sinon personne ne mangerait. Mais quels sont les avantages de cette chose sur les animaux comestibles? Eh bien, la particularité de cet animal est qu'il reste vivant même si on lui sectionne son corps, puisque c'est un ver de terre. Mieux, il régénère sa chair prélevée, nous permettant ainsi de lui en prendre un peu plus tous les jours. Juste de quoi alimenter les habitants de la montgolfière, bien sûr. C'est d'un cruel. Mais non, tu vas voir, c'est marrant. Nicodème abaissa un levier et le ver de terre se retrouva séparé d'un bout de sa queue en moins de temps qu'il n'en faut. Ce dernier fut d'abord étonné, puis comprit ce qui lui arrivait et se rendormit. Tu vois, rien de bien cruel. Si tu le dis. Mais Syrie, allons donc voir ma famille. Peut-être savent-ils pourquoi le ciel est bleu. Et puis, de toute manière, c'est l'heure de manger.